Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Michel. Bonjour Justine. Ça va ? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Jean-Michel Journet, je suis manager d'artistes officiellement depuis 2015, donc ça fait 5 ans. Et je m'occupe de 4 artistes différents. Je ne fais pas totalement que du management puisque je viens de monter ma boîte d'édition. Je fais aussi un peu de consulting et de label management ou de project management pour des artistes que je ne manage pas, mais que je peux accompagner dans la sortie de leur projet d'EP ou d'album. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait avant ? Avant, j'ai travaillé 10 ans dans une world company Ok. qui s'appelle Téléperformance, qui est peut-être numéro 1 ou numéro 2 mondial de la relation client par téléphone. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui n'est pas totalement étranger, de parler au téléphone. Donc, j'ai bossé 10 ans dans cette boîte à différents postes. Et à la fin, j'étais directeur clientèle, grand compte européen. Voilà, c'est une position très intéressante avec pas mal de responsabilités. Et je me suis épanoui dans cette boîte pendant 10 ans sans trop me poser de questions. Et un jour est arrivé par des rencontres fortuites, une rencontre avec une artiste qui était mon artiste préféré du monde. Et on a passé la soirée à refaire le monde et à discuter. Et je suis rentré chez moi en me disant mais c'est ça que je voulais faire il y a 10 ans avant de rentrer dans cette boîte. Et du coup, pendant quelques mois, j'ai cogité à ça, à me dire, mais en fait, quand j'avais 18-20 ans, j'envoyais des CV dans les maisons de disques. Je ne savais pas par quel morceau prendre l'industrie musicale, mais je savais que c'était là que j'avais envie d'aller. Et puis, j'ai fait ce détour pendant 10 ans dans une world company qui m'a apporté plein de choses, qui m'a appris à faire des budgets, à faire des tableurs Excel, à avoir des relations contractuelles, à lire un contrat, à négocier et à lire des KPI, voilà, plein de petites choses qui font que voilà, j'ai appris beaucoup de choses pendant 10 ans, mais très très loin du monde de la musique. D'accord. Et puis, donc, j'ai rencontré cette artiste en 2010 qui s'appelle Alice Russell, qui est une chanteuse britannique et qui venait à Lille, parce que moi j'habitais à Lille avant. Et elle est venue pour un concert et j'ai un ancien employé de mon call center qui m'avait proposé de venir l'accueillir puisque moi je parlais anglais et pas lui. Enfin, par plein de petites coïncidences, on est arrivé à cette soirée de décembre 2010 à Lille en pleine tempête de neige. On s'est retrouvés tous coincés. Et on a refait le monde pendant toute la soirée et j'ai une espèce d'épiphanie de c'est ça que je devais faire. Et concomitamment, dans mon job, ça se passait de moins en moins bien puisqu'ils avaient débarqué moi, j'étais à la direction européenne. Ils avaient débarqué des Américains pour diriger l'Europe qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de langues, autant de monnaies, autant de pays, etc. Enfin, ils essayaient de tout rationaliser, mais c'était un peu fait à la Kalachnikov. Et moi, ça me plaisait moyen. Et donc, de fil en aiguille, Alice Russell, cette chanteuse britannique, m'a mis en relation avec son label en France, qui m'a conseillé de prendre contact avec l'IRMA, qui faisait des formations, et puis éventuellement d'aller dans des salons. Et notamment, je suis allé dans un salon à Berlin, c'était un salon de musique actuelle. Et j'ai pris contact avec l'IRMA pour éventuellement reprendre un cursus dans les musiques actuelles, puisqu'à l'époque, l'IRMA faisait un cursus en plusieurs mois qui s'appelait Économie et gestion de projets musicaux. Tout à fait, oui. Et juste avant ça, avant de me lancer, j'avais fait une formation en 5 jours à l'IRMA qui s'appelle Profession Manager. Début 2011, je crois. D'accord. Tu avais quel âge ? J'avais quel âge ? J'avais 33 ans. Ok. Ah oui, ça c'est important pour la suite. Voilà.
Ma boîte m'a permis de partir avec un gros chèque, puisque ça faisait 10 ans que j'étais chez eux et que de part et d'autre, on ne voulait pas forcément continuer l'aventure. Et ils m'ont permis d'avoir une rupture conventionnelle. D'accord. Donc le jour en fait où j'ai eu cette rupture conventionnelle, j'étais déjà inscrit pour rentrer à la fac de Nanterre avec l'IRMA en économie et gestion de projets musicaux, donc que j'ai fait sur 2011-2012. Et ensuite est arrivé le moment de trouver un stage à 33 ans. C'est pas été la chose la plus simple du monde, puisque j'ai rencontré des gens qui me disaient non, mais au-dessus de 30 ans, c'est compliqué. Moi, j'ai rencontré des gens qui, justement, avaient plus ou moins mon âge et ne se voyaient pas forcément former quelqu'un en stage qui ait leur âge ou qui soit voire plus vieux, quoi. Donc, Bien ça a été sûr. un peu compliqué. Et puis, à nouveau, par des concours de circonstances, j'ai croisé le directeur de Différentes, qui est une boîte de Ok. distribution, et qui faisait la production d'Alice Russell, dont j'avais fait la connaissance en 2010. Et j'avais très envie de faire mon stage chez eux, sauf que eux ne prenaient plus le stagiaire depuis quelques mois. Et j'ai rencontré ce monsieur au détour d'un concert de Lee Fields, qui était distribué par Différentes. Et on s'est bien entendu. Et 2 semaines après avoir un peu insisté auprès de différentes personnes dans cette société, ils m'ont finalement proposé d'intégrer la société en tant que stagiaire, en tant qu'assistant des label managers. En D'accord. distribution chez Différentes, donc en 2012. On s'est accordé le droit de renouveler mon stage qui devait Ok. durer pas plus de 6 mois, mais on en a fait presque un an, Ok. au cours duquel j'ai fait la sortie de l'album d'Alice Russell qui s'appelle To Dust. Et D'accord. mon stage s'est terminé en mai. C'est différent, en mai 2013. Et il se trouve que j'ai une amie du cursus de l'IRMA, économie et gestion de projets musicaux, qui m'appelle 2 jours avant la fin de mon stage pour me dire il y a un label chez nous, ils cherchent un chef de projet, c'est pour toi. Envoie-moi Trop ton bien. CV. Donc voilà, donc j'envoie mon CV, je rencontre le boss de ce label indépendant, Belleville Musique, c'est ça? Belleville Music, ouais, exactement, donc qui était Ok. une boîte de production chez Morgan Prod, qui était une boîte de production audiovisuelle et de festival. D'accord. Donc je rencontre Fabrice Nataf à l'époque, qui dirigeait ce label. Et c'est le jour de mon tout dernier jour de stage chez Différentes, et je rentre chez Différentes après cet entretien en tout début d'après-midi. J'arrive chez Différentes où ils avaient mis les petits ballons de tu vas nous manquer, bonne fin de stage, etc. Et je croise le big boss de Différentes qui me dit alors c'était bien ce rendez-vous avec Fabrice Nataf ce matin, sachant que Oh, moi j'avais eu le rendez-vous le jeudi après-midi et j'avais fait l'entretien le vendredi matin. Il n'y avait aucun moyen que quiconque puisse savoir que j'avais déjà passé un entretien. Et en fait, wow. la veille au soir, il avait rencontré donc mon futur boss, Fabrice Nataf, Mhm. dans un concert, alors que ni l'un ni l'autre n'allait très souvent en concert. Et il se trouve qu'ils avaient travaillé ensemble il y a très longtemps chez Virgin Music. Et, Ok. et voilà. Et du coup, ça s'est fait vraiment très naturellement. Moi, je suis parti, parce que ça faisait en fait ça faisait 1 an et demi du coup que j'avais presque 2, que j'avais quitté mon emploi précédent. J'avais fait donc mon année de stage sans Oui. congé. Et je me suis dit, bon, là, il faut au moins que je fasse un break parce que j'ai vraiment tout enchaîné. Et je suis parti 2 semaines aux États-Unis, à New York. Et à ce moment-là, Fabrice Nataf m'a envoyé un petit mail en me disant, voilà, quand est-ce que tu peux commencer? Donc j'ai commencé juste après ce voyage. Et là, on est en juin 2013 où je commence à travailler Ouais. chez Belleville Music, donc mon premier label. Ok. Sachant voilà, je savais que je voulais faire du management puisque j'avais fait cette formation management bien avant d'entrer en label. Et puis, pendant ma formation à l'IRMA, je disais assez fréquemment à qui voulait l'entendre que moi, je voulais faire du management, mais qu'avant, je voulais passer en maison de disque pour me faire un peu une expérience. D'accord. Et c'était drôle parce que dans cette formation à l'IRMA, il n'y a personne absolument qui voulait rentrer dans une maison de disque, puisque c'était vraiment la crise du disque. Le streaming n'était pas encore passé par là en mode on vous sauve un peu. Et, Mhm. et donc, du coup, tout le monde me disait mais t'es fou de vouloir aller dans un label, personne n'embauche, il n'y a aucun label qui embauche. Sauf que voilà, la première opportunité dont quelqu'un a entendu parler dans un label, ils m'ont appelé moi, puisqu'ils savaient que c'est ça que je voulais faire. Ok.
Donc voilà, ça a été assez chouette en tout cas de savoir assez vite ce que je voulais faire, puisque ça permettait à moi de savoir ce que j'allais faire, ce que Bien je voulais sûr. faire, même si j'étais vraiment pas certain d'y arriver. Hein. À l'époque, en 2012-2013, les maisons de disques étaient beaucoup plus frileuses qu'aujourd'hui. Oui, Mais en tout cas, ça m'a permis aussi aux gens qui étaient autour de moi de savoir que s'il y avait une opportunité, j'étais là pour la saisir. bien sûr. OK. Donc voilà. Et quelles étaient tes missions au sein de Belleville? En fait, j'étais le seul employé. J'étais OK, chef de projet, mais ça voulait absolument tout dire de faire fonctionner le label avec mon boss. Et du coup, je faisais aussi bien la coordination de la promo que la partie administrative des contrats d'artistes, les contrats des musiciens, les éditions aussi, puisque c'était un label qui faisait également des éditions. Donc d'accord. vraiment, je faisais à la fois le boulot administratif, à la fois le boulot de chef de projet et plus ou moins de management aussi avec certains des artistes, parce que c'est quelque chose, la proximité avec les artistes, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a vraiment motivé et que pour moi, voilà, c'était hyper important. Donc voilà, il se trouve que moi, je suis rentré en juin 2013 chez Belleville Music et que début juillet 2013, mon boss signait une artiste argentine qui s'appelle Natalia Doco dans Mmh. un label. Et du coup, avec Natalia, en fait, j'ai fait mes premiers pas dans l'industrie de la musique et du disque, vraiment, euh, D'accord. en tant qu'employé, pas en tant que stagiaire. Et elle faisait ses premiers pas en France en tant qu'artiste signée par une maison de disques, sachant qu'elle parlait à peine français, voire quasiment pas du tout. OK. Et que du coup, on a fait tous deux notre croissance dans cette première expérience-là. Et que voilà, aujourd'hui, je la manage. Euh, et, et, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a travaillé ensemble et qu'on faisait beaucoup ensemble du projet, en fait. D'accord. Donc tu étais manager de Natalia en même temps, de ton emploi salarié au sein de Belleville? Techniquement, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup du développement de Natalia au tout début. Je lui ai trouvé ses premières scènes à Paris. On a beaucoup travaillé. J'étais en studio avec elle de façon très fréquente aussi sur l'enregistrement de son premier album. Et D'accord. du coup, de temps en temps, elle me disait, c'est toi mon manager, entre guillemets, puisqu'elle avait déjà Mmh. un manager, mais qui s'occupait beaucoup plus de la partie business que de la partie artistique. Et moi, j'étais D'accord. beaucoup plus sur la partie artistique. Donc finalement, on s'équilibrait plutôt bien entre son manager qui faisait le business et moi qui faisais l'artistique. Et puis à un moment, elle a décidé de se séparer de cet autre manager et de cet autre manager. On n'a jamais été officiellement en binôme, hein, mais Mmh. il y avait un peu un doublon en fait. OK. Et un jour, elle m'a appelé en me disant, écoute, j'arrête avec ce manager, mais est-ce que tu veux continuer? Et pour moi, ça faisait vraiment suite et écho à ce que j'avais envie de faire profondément. Et en même Mmh. temps, je ne me voyais pas être manager d'une artiste qui était signée dans un label donc, que je ne contrôlais pas. D'accord. Ce que je raconte un peu, tu vois cet entretien, ce débat présidentiel entre Mitterrand et Chirac, avec Chirac qui dit vous n'êtes pas le président et je ne suis pas le Premier ministre, et Mitterrand lui répondait mais tout à fait, Monsieur le Premier ministre. Et donc je ne me voyais pas avoir des interactions de ce type-là avec mon chef, de lui Mmh. dire faut qu'on fasse ça pour la carrière de Natalia et pour le prochain disque, et que lui me réponde non, absolument pas, c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est moi qui produis. Oui, OK, je comprends. Donc j'ai démissionné. Enfin, OK, on s'est arrangé pour que je parte, on va dire. OK. Sachant que je me suis engagé, voilà, je lui ai annoncé en juillet 2015 que je souhaitais partir et je me suis engagé à rester jusqu'à novembre, le temps que tous les albums prévus cette année-là puissent être sortis. D'accord. Donc c'était pas un départ euh, rapide en mode faut absolument plus qu'on travaille ensemble. Voilà, j'étais le seul employé de ce label, il fallait absolument quand même que les trois autres albums qui devaient sortir sur la fin d'année puissent sortir dans les bonnes conditions. D'accord. Déjà à ce moment-là, tu t'es dit qu'il te fallait une structure pour pouvoir accompagner, Natalia et d'autres artistes pour plus tard? Quel a été le processus en fait? En fait, c'était drôle parce que je me suis pas du tout senti lâché tout seul dans l'industrie musicale. C'était hyper joyeux en fait. Il se trouve que le week-end où j'ai arrêté, Mmh. on était au Café de la Danse avec un des groupes du label qui s'appelle El Gato Negro,
où Natalia faisait un featuring pendant le concert et où en première partie, on avait une autre artiste du label. Et pour moi, c'était une espèce de fête. C'était un peu ma fête de départ. J'ai des potes qui m'ont payé des cocktails. Enfin bref, c'était vraiment la fête. Et c'était pas du tout oh mon Dieu, je vais être tout seul, oh mon Dieu, je vais être indépendant et comment je vais gagner ma vie, etc. Mhm. Je l'ai vraiment vu comme une nouvelle étape et qui était un peu l'étape à laquelle j'avais travaillé ces 3 dernières années. Puisque D'accord. moi, quand j'étais étudiant en reconversion à l'IRMA, etc., j'avais vraiment ça en tête, c'est je veux être manager, mais je veux passer par une maison de disques pour bien comprendre une grosse partie des rouages de l'industrie. Donc maintenant que j'avais passé 2 ans et demi chez Belleville Music, et avant ça, j'avais passé 1 an en distribution, il me Mhm. semblait que j'avais quand même une grosse partie des informations et du travail que j'avais fourni qui pouvait m'aider justement à aider des artistes à se développer. Et en D'accord. termes de structuration, j'ai attendu. C'est-à-dire que voilà, j'ai aussi, je suis allé suivre une formation du Pôle emploi sur les auto-entrepreneurs pour voir comment ça se D'accord. passait, comment fallait se structurer, comment on facture, comment on déclare nos revenus. Euh, et du coup, je crois que j'ai presque mis 1 an à créer mon auto-entreprise, puisque Ok. quand on est au chômage officiellement et en création d'entreprise, on peut demander des aides, des abattements de charges, Oui, l'acre. l'ACRE exactement, et que du coup j'avais envie de bénéficier de l'ACRE et de cette réduction de charges avec un maximum de revenus. Oui. Donc j'ai différé entre guillemets mes revenus, j'ai différé ma facturation auprès de Natalia pendant presque 1 an, histoire D'accord. d'avoir un maximum de revenus à déclarer en 2016 et, et d'avoir du coup un acre qui m'aide un peu plus et puis Qui pendant plus fonctionne. Mhm. longtemps. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais Si. voilà la structuration et je me suis donc mis en auto-entrepreneur en octobre-novembre 2016. 16, ok. Et puis là, je viens de monter ma boîte d'édition en 2020. Ok. Restons encore un tout petit peu en 2016. Ouais. Est-ce que tu avais à ce moment-là un mentor ou quelqu'un qui t'aidait à penser ton accompagnement, à penser ton futur label, à te structurer ou en tout cas à trouver un positionnement, quelqu'un à la fois entrepreneur culturel dans la musique qui t'entourait? C'est une super question. Écoute, assez vite, j'ai adhéré au MILA, qui est D'accord. une structure du 18e arrondissement qui accueille des structures culturelles, notamment des labels, des tourneurs. Et alors, je sais, par contre, j'ai complètement oublié à quelle époque j'y suis allé, mais je suis allé assez vite partager des bureaux avec Mathieu Raymond, qui est un D'accord. manager d'artistes, qui fait aussi des éditions et de la production maintenant. Et c'est justement. C'est assez drôle parce que Mathieu, je suis allé le voir assez rapidement quand j'ai cherché un stage parce que j'avais entendu parler d'une de ces artistes qui s'appelle Mariama. Euh, Ok. et je lui avais proposé d'être son stagiaire. Et lui m'avait dit, écoute, moi, les stagiaires de plus de 30 ans, je ne suis pas sûr de pouvoir les gérer. Donc c'est assez drôle parce que depuis, on est devenus très potes. Ouais. Et c'est vrai que lui, sans forcément parler de mentor, en tout cas, c'est quelqu'un qui était là avant moi, qui fait à peu près les mêmes choses, dans à peu près les mêmes esthétiques. Et du coup, on se comprend Mhm. vraiment bien. Et c'était D'accord. hyper intéressant de voir comment il gérait ses artistes. Et du coup, de partager nos bureaux, c'était aussi une chance de pouvoir discuter d'égal à égal et de se poser les questions qu'on se pose, nous, à l'intérieur de notre tête, en se disant, mais est-ce que tu penses que je travaille avec les bons artistes, avec les bonnes personnes, et qu'est-ce que tu penses de telle structure, de tel label, de tel tourneur? Mhm. Et puis j'ai d'autres amis managers que je croisais. On s'est fait des petits groupements. On se faisait des gâteaux, on buvait du thé, on se racontait nos artistes et l'environnement aussi, en se disant Mhm. voilà, est-ce que tu connais telle personne dans tel label? Est-ce que tu travailleras avec? Comment il est? Enfin voilà, ça fait partie du réseau. Et puis d'avoir des gens comme ça qui font exactement la même chose que nous, c'est hyper rassurant parce qu'on voit qu'on passe tous par les mêmes choses, que ce soit Mhm. vis-à-vis de l'industrie musicale ou vis-à-vis de nos artistes. Bien sûr. Justement, le réseau, c'est très important, surtout
que manager, Mhm. quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu vas à la rencontre des personnes? Comment est-ce que tu le travailles, ce réseau? Bah, alors, entre le stage et le manager, il y a aussi eu 2 ans et demi de label Oui, où j'ai croisé quand même pas mal d'attachés de presse, oui, pas mal d'artistes, pas mal de tourneurs. Et ça a vraiment constitué mon premier réseau. C'est d'accord. des gens que je croise encore aujourd'hui. Ça m'a vraiment permis, en tant qu'employé d'un label, de voir comment les gens travaillaient, que- quelles sont les attentes d'un attaché de presse vis-à-vis d'un manager ou vis-à-vis d'un label, Mmh. quelles sont les attentes d'un tourneur aussi. Et donc, ça m'a vraiment permis d'avoir une connaissance de tout ce maillage et de tout ce réseau avant même d'être, d'aller au contact direct en tant que D'accord. manager. Euh, parce que moi, je ne suis pas un commercial dans l'âme. Hein. Je pense que je suis plus. Alors, si je reviens sur mon job précédent dans l'industrie, dans ma World Company, Mmh. j'ai plus un tempérament d'éleveur que de chasseur. C'est-à-dire OK, que je suis plus à permettre à mes artistes de se développer dans un environnement qui leur convient, que d'aller choper le gros label, la grosse synchro et d'être un peu commercial comme ça et de faire signer mes artistes, euh, parfois au détriment de leur vision artistique. d'accord. Donc moi, mon réseau, je le développe de façon très organique avec des gens en qui j'ai confiance, euh, des gens que je croise comment dire, je ne vois pas le réseau comme quelque chose de très superficiel et de purement Mmh. business. On est dans un métier où l'humain est au premier plan, en tout cas en ce qui me Mmh. concerne. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance en ces personnes pour leur donner ensuite, leur mettre mes artistes, entre guillemets, entre les mains. Bien sûr. Donc j'ai beaucoup plus envie de travailler avec des gens que je connais, que j'ai vu travailler et en lesquels j'ai confiance, que des gens qui ont peut-être un gros carnet d'adresses ou ou de grosses avances en label, mais dont je ne connais pas le travail et l'éthique. OK. Encore petit retour dans le temps. Moi, je suis très curieuse. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'attirait dans la musique? J'arrive pas, je ne peux pas te dire, ça m'a toujours fasciné. J'ai des histoires que me racontait ma mère. Genre, quand j'avais 3 ans, j'ai vu passer la fanfare dans le village et j'ai dit à ma mère, je veux ça, en lui montrant le tambour. Et puis, Mmh. il m'a acheté un tambour, mais un tambour pour bébé, en plastique. Et je lui ai fait une crise parce que ça sonnait pas du tout comme un tambour, ça sonnait comme un truc en plastique. Et donc voilà, ça c'est une anecdote que m'a raconté ma mère, mais dont j'ai pas de souvenir. Mon premier souvenir vraiment, c'était d'être dans le grenier avec un manche-disque. Je sais pas si tu vois ce que c'est un manche-disque. Si, si, Bon, d'accord. Parce que ça va, ça et, parle. et c'est vrai que voilà, j'avais ce manche-disque et j'avais 3,45 tours. J'avais Otawan haut les mains, j'avais Rika Énorme. Zaraï, Tantagat, et j'avais un troisième truc, je me souviens plus. Mais j'écoutais, c'était des trucs tout pourris, mais j'écoutais ça en boucle et j'ai un souvenir dingue de moi sur un petit matelas avec mes 45 tours et avec mon manche-disque et en train de manger des cerises parce que ça devait être l'été, enfin je sais pas. Ce souvenir, je devais avoir 3 ans, donc c'est un de mes tout premiers souvenirs. OK. Et voilà, et j'ai toujours adoré la musique. J'ai été fan assez jeune de Michael Jackson. Je pense que j'avais Mmh. 7-8 ans et on m'avait offert l'album Thriller, mais je devais être trop jeune à l'époque. Mais j'avais le 33 tours. Et puis c'est quand est arrivé l'album Bad que j'ai eu une espèce de Mmh. grosse claque et j'ai adoré parce que visuellement, parce que les clips étaient dingues, parce que voilà, plein de choses. OK. Et voilà, et c'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais. C'est en fait grâce à la musique que je suis devenu quasiment bilingue, que j'ai fait des études d'anglais, que je suis parti aux États-Unis. Euh, Plein de choses comme ça, en fait, c'est une espèce de force à l'intérieur de moi, de motivation et d'exploration. Tu jamais eu envie, toi, d'avoir une carrière de musicien? Si, quand j'étais jeune, OK. je dansais comme Michael Jackson. J'aurais rêvé d'être le Justin Timberlake français. Non, honnêtement, j'ai pas eu ce. Bah déjà, je chante pas bien.
Ok. Je pense que je chante à peu près juste, mais ça s'arrête là. Et voilà, ouais, j'ai toujours une grande admiration pour les artistes américains et pour la pop, le R&B et plein d'autres styles. Euh, Mhm. et c'est vrai que quand tu es jeune, tu peux t'imaginer dans cette position. Euh, mais non, c'est pas mon parcours en fait. Comme je te disais tout à l'heure sur mon anecdote avec le tambour, euh, je pense que c'est une anecdote qui a un peu refroidi ma mère de me motiver à utiliser des instruments de musique. Et du coup, j'ai jamais vraiment appris de la musique. J'ai pas fait de solfège, j'ai pas fait de guitare, j'ai pas fait de piano, j'ai pas fait de chant. Euh, donc non, non, mon parcours aurait pu être artistique parce que je pense que je suis quand même quelqu'un de très porté sur la création, mais ça s'est pas fait comme ça et je pense qu'il y a des gens qui le font très bien et j'ai pas du tout une frustration de ne pas avoir été artiste. C'est plus un rêve de gamin éventuellement, mais ça m'a pas frustré plus que ça. Et je pense que c'est important D'accord. aussi. Je pense qu'on a tous des rêves de gosse, mais on n'est pas obligé de tous essayer de les poursuivre jusqu'au bout, parce que. Et puis je pense que si je l'ai pas poursuivi, c'est que c'était pas ancré en moi de façon suffisamment forte, et c'était pas un besoin comme je peux le voir chez mes artistes d'exprimer quelque chose d'artistique. D'accord. Ça ressemblait plus à un loisir et à un défouloir pour moi de danser dans ma chambre quand j'avais 12-13 ans, qu'une véritable envie d'être artiste moi-même. Ok. Pourtant, tu expliques quand même que l'artistique a quand même une grosse place dans ta façon de travailler, du moins. Ouais. Est-ce que le fait de ne pas maîtriser le solfège ou de ne pas. Alors, maîtriser le solfège, ça ne veut pas forcément dire que si on ne le maîtrise pas, on n'a pas d'oreille musicale, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti limité ou justement beaucoup plus libre de faire des retours sur l'artistique? Il y a un peu des deux. Ok. C'est vrai que surtout au début, parce que moi je suis arrivé dans la musique, comme je te disais tout à l'heure, j'avais 33 ans. Mhm. Euh, Un des avantages que j'ai eu à bosser chez Différentes en distribution, c'est qu'on sortait à peu près 70 albums par semaine. Waouh. Et que c'est moi qui faisais les bios en français Ok. de chacun de ces Ok. albums, ou en tout cas de très courtes lignes pour expliquer quel est cet album, quel est ce groupe. Et du coup, j'écoutais énormément de choses. Et je me suis mis à écouter des choses que, naturellement, jamais j'aurais voulu entendre. Euh, des choses comme du krautrock, de la musique industrielle, du heavy metal, etc. Et c'est quelque Mhm. chose qui m'a, au départ, choqué, puisque c'est pas du tout Ta culture quelque chose que musicale? j'écoute et que j'avais envie d'écouter, mais en même temps ça m'a ouvert l'esprit et les oreilles sur des sons que je retrouve et qu'on retrouve aujourd'hui dans de la pop, ou qu'on retrouve dans certains albums qui moi me semblent plus digestes. Euh, euh, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup ouvert les oreilles dès mon arrivée dans l'industrie. Et puis en fait, au Mhm. fur et à mesure du travail avec les artistes, du travail en studio, du travail du live, donc non, je peux pas dire si c'est un la mineur ou un fa ou quoi que ce soit, euh, mais je sais dire quand c'est juste et quand c'est pas juste, Mhm. et je sais exprimer, parce que à la base on est là pour exprimer des émotions dans la musique. Mhm. Donc, je peux dire si ça me touche, si ça me touche pas, si je considère que la mélodie n'est pas assez efficace ou que la rythmique est pas assez respectée. Enfin voilà, je pense que je peux aussi projeter des émotions plus qu'un savoir entre guillemets froid de solfège et de notes de musique et de tempo, enfin de façon très empirique. Mhm. Et du coup, ça me permet de projeter ces émotions auprès de mes artistes et que eux les adaptent. C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de leur dire non, non, faut pas que tu mettes un fa dièse, faut que tu mettes un la bémol. Mhm. Si je leur dis ça, on passe tout de suite dans un truc froid et technique et comme une imposition. Par contre, si je leur dis, puisque c'est la seule chose que je peux leur dire, il y a un, il y a un truc qui manque et j'ai pas les frissons et je pense que ça peut être plus profond ou je pense qu'on peut aller dans quelque chose de plus doux ou de plus dynamique. Et moi, je Mhm. leur donne comme ça des espèces d'indications émotionnelles que eux D'accord. vont pouvoir traduire ou ne pas traduire, hein, parce que moi, je n'ai pas la vérité ultime. Et quand je dis à un artiste, tiens, moi, ça me provoque ça ou il me manque un truc,
si l'artiste me dit non, mais moi j'adore, c'est génial comme ça, je vais pas me battre avec eux. Hein. Voilà. Et du coup, je pense que c'est beaucoup mieux d'être certain de ce que l'artiste veut transmettre que d'être certain que la note soit bonne ou que le tempo ou l'harmonie, etc. J'ai pas cette influence sur mes artistes et je préfère qu'ils soient maîtres de leur création. Ok. Selon toi, quel est le rôle d'un manager? Écoute, c'est drôle parce que j'ai eu 2 trucs qui me sont venus ces derniers jours. La première, pour moi, c'est une notion de copilote. Parce que j'ai rencontré un directeur de casting / directeur artistique qui me parlait en me demandant si j'allais pas lui mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de mon artiste, entre guillemets. Et moi, je lui dis, mais je ne suis pas à la manette de mes artistes, je suis le copilote. Je ne suis absolument pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Je suis là pour les conseiller, leur dire, à droite, ça m'a l'air un peu mieux qu'à gauche, prends peut-être cette route-là. S'ils veulent prendre une autre route, s'ils veulent se prendre un mur, c'est leur carrière, c'est eux qui assument. Et moi, je suis là vraiment pour copiloter. Je me refuse à répondre de façon positive ou négative pour mes artistes. Je les consulte sur absolument tout. Et voilà, c'est peut-être aussi une vision que certaines personnes ont des managers, qui est qu'on décide à la place de nos artistes, qu'on fait leur carrière, qu'on est leur Pygmalion, ou je ne sais pas trop quoi. Alors qu'un artiste, il se fait tout seul. Moi, je suis juste là pour entre guillemets, copiloter sa carrière, lui permettre une autre perspective, parce que lui, en tant qu'artiste, en tant que créateur, il a des attentes, il a des envies, et moi, en tant que professionnel de la musique, je dois aussi lui projeter les envies et les attentes de notre environnement, du public, et puis lui conseiller ce qui est le mieux. Donc, j'aime beaucoup cette notion de copilotage. Et puis, il y a quelques jours sur M6, j'ai vu un reportage sur une athlète et on donnait la parole à son entraîneur. Et je me suis dit, mais en fait, on est un peu ça, nous aussi. On est un peu les entraîneurs des artistes. C'est-à-dire qu'on les prépare à leur environnement, on les prépare à la scène, on les prépare au studio, on les accompagne. C'est eux qui gagnent la médaille. Mais nous, on est là pour vraiment les accompagner, les aider à chaque étape, faire en sorte qu'ils se sentent prêts, qu'ils se sentent à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du public, vis-à-vis de l'environnement professionnel. Et voilà, je me retrouve assez dans ces métiers de copilote ou d'entraîneur, parce qu'il y a aussi cette idée de faire partie d'une équipe où voilà, c'est pas l'artiste seul face à son environnement, c'est l'artiste et son manager dans le cockpit en train de copiloter ou en salle d'entraînement ou forcément sur scène et dans les coulisses et en studio. Ok. Comment est-ce que tu arrives dans ces cas-là à jauger quand tu copilotes, du coup, avec l'artiste, le projet, comment tu arrives à jauger quand il faut lui parler business, quand il faut peut-être recadrer des choses, quand tu es en mode conseil, quand tu es dans l'artistique? Comment est-ce que tu arrives à sentir que c'est à ce moment-là qu'il faut aborder tel sujet? Je sais pas, présenter un contrat, expliquer un contrat. Tu as quand même un super rôle pédagogique dans l'explication des données. Comment tu jauges le moment? Parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à jongler entre toutes ces casquettes? Le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. Ok. Sachant que le plus tôt possible n'est pas toujours souhaitable. Ok. Donc, il faut savoir parfois différer certaines choses, prioriser. En fait, c'est aussi ça. Le job, c'est de savoir prioriser les urgences. De se dire, en fait, là, tout de suite, par exemple, aujourd'hui, on a un concert. Ce qui est important, c'est le concert. Si 3 heures avant le concert, je reçois un contrat ou quoi que ce soit d'autre qui concerne l'artiste, qui peut le faire cogiter à autre chose que de faire un super show, je ne vais pas lui en parler. Bien sûr. Je vais lui en parler le lendemain. Je vais lui dire, ou à la fin du concert, je lui dis, au fait, demain, il faut qu'on se voit parce que j'ai reçu quelque chose d'important. Mais voilà, il faut savoir en fait jauger quels sont les moments importants pour
pour amener ces discussions. Mais après, il n'y a pas de... Il y a pas de moment propice ou pas propice, sauf s'il y a un événement important, urgent, qui nécessite notre attention du moment. Et de la même façon, si D'accord. on est en studio, je ne vais pas forcément, entre guillemets, troubler un artiste en lui parlant de quelque chose qui n'a rien à voir ou qui va se jouer dans 3 semaines. Voilà, je pense que c'est ce qu'on fait généralement avec les gens qu'on accompagne ou même les gens de notre entourage proche qu'on aime et qu'on a envie de... Voilà, quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer ou une bonne nouvelle à annoncer, ben, on essaye de créer le bon moment pour ça. Ok. Aujourd'hui, tu es manager de 1, 2, 3, 4 artistes. Paul Barrère, Ouais. Natalia Doko, Mhm. Hussam Aliwat et Mhm. Yadam. Ouais. Ils ont tous les 4 des esthétiques musicales différentes. Comment est-ce que tu leur trouves les bons partenaires? Parce que c'est pas forcément les mêmes partenaires pour chacun, puisque c'est pas les mêmes projets. Ok. Et comment est-ce que tu t'organises pour passer d'un projet à un autre? En fait, pour les partenaires, ils sont tous à des niveaux assez différents dans leur carrière. D'accord. Au-delà des esthétiques, il y a aussi cette notion d'avancer dans leur carrière qui fait que ils vont avoir plus ou moins besoin de certains partenaires. Là, par exemple, pour Paul Barrère, le besoin le plus intéressant et le plus pressant, c'est de lui trouver un éditeur parce que c'est un auteur-compositeur, interprète de chansons françaises qui écrit très bien pour lui-même et qui peut très bien écrire pour d'autres. Donc voilà, pour cette rentrée, notre objectif, c'est de lui trouver un éditeur, sachant qu'il a autoproduit son premier EP. On n'a pas forcément besoin tout de suite d'un label pour produire la suite. Et peut-être que le deuxième partenaire à trouver, ce sera un tourneur, selon les actualités qu'on trouve et selon ce qui se passe. Natalia, elle est autoproductrice. Elle a monté son label et sa maison d'édition avec son mari. Donc, si on trouve des labels, là, du coup, ce sera beaucoup plus pour une licence ou pour une production de tournée l'année prochaine. Donc là, rien ne presse. Pareil, sur Yadam, on a un super partenaire qui est éditeur. Et pour l'instant, Yadam est autoproduit. Il a autofinancé son premier EP. Oui, tout à fait. Et on regarde comment financer la suite. Et puis, Sam Aliwat a autoproduit son album, mais il a une licence chez un label. D'accord. Il a un éditeur et il a un tourneur. Et comment ça se trouve? Ça se trouve parfois par chance ou par hasard. Le tourneur de Hussam Aliwat, qui s'appelle Farprod, j'avais proposé Hussam sur une première partie et ils ont eu un énorme coup de cœur et ils ont dit en fait cette première partie elle va peut-être pas se faire, mais nous on aimerait bien faire tourner Hussam. Donc voilà, ils ont une esthétique plutôt chanson française chez Farprod et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient un tel coup de cœur sur Hussam. Et ce qui est génial, c'est que voilà, c'est un projet qui mêle à la fois la musique du monde, le jazz, le rock. Et forcément, je m'orientais au tout début vers des tourneurs un peu plus traditionnels de world music et de jazz. Et je trouve ça absolument génial que ce soit un tourneur un peu plus chanson, un peu plus pop, entre guillemets, qui tombe sous le charme du Sam, parce que ça montre que justement, il peut toucher un public beaucoup plus large que ça. Donc c'est hyper intéressant en fait. Je pense que les partenaires, ils nous choisissent autant qu'on les choisit, donc on peut en démarcher des milliers. Mais c'est vraiment toujours une histoire de coup de cœur, une histoire d'humain, et qu'il faut pouvoir les rencontrer. Il faut que les artistes aussi les rencontrent. C'est aussi très important. J'en ai pas encore parlé, mais quand je parlais de copilotage tout à l'heure, ou comme là, quand on parle de choix de partenaires, c'est aussi des choix qui se font par les artistes et des réseaux que les artistes doivent développer eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils ont un manager que tout à coup, ils s'allongent dans le canapé toute la journée en attendant que leur manager leur trouve un contrat chez un tourneur ou chez une maison de disques. Pour la petite histoire, Yadam, son éditeur, c'était en fait le meilleur ami d'une famille chez qui il gardait des enfants. Ok. Et un jour, Yadam me dit, tu connais Velvetica? Mais oui, je connais bien Thomas Jamois.
c'est un mec super. Et c'est quelqu'un à qui j'avais pas forcément pensé. J'avais pas pensé à lui présenter le projet. Et c'est Yadam qui est revenu avec cette idée. Et je dis, mais oui, mais c'est hyper logique. Et du coup, on a assez rapidement signé chez eux. Donc, voilà, c'est aussi bien les artistes qui viennent avec leurs partenaires, ou en tout cas avec des idées de partenaires, que moi qui vais en chercher. D'accord. C'est Et très intéressant une et deuxième important de le partie, préciser, ça. ouais, il y avait une deuxième partie de ta question, c'était sur… Comment tu t'organises? Je ne m'organise pas du tout. Si tu voyais mon bureau, il est jonché de petits post-it un peu partout. Le seul semblant d'organisation, c'est les messages WhatsApp que j'échange avec chaque artiste. Et puis j'ai une grande feuille blanche que j'ai découpée en 4 avec Yadam, Natalia, Paul et Hussam, avec les moments et les enjeux importants des prochaines semaines et des prochains mois, pour garder la tête dessus. Et puis pour aussi, moi, justement, vider mon cerveau de toutes les idées que je peux avoir sur chacun des 4. Poser quelque part en me disant, peut-être qu'on y reviendra au mois de septembre, au mois de novembre, au mois de décembre, en février 2022. Mais en tout cas, que toutes ces idées soient là. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment une organisation de travail, c'est toujours au plus important et au plus urgent, toujours un peu selon ces urgences que je travaille. Et après, sur le long terme, je regarde un petit peu aussi à quoi vont ressembler les 6 prochains, les 12 prochains mois. D'accord. Et pour l'instant, tout se passe bien. C'est-à-dire que j'ai assez rarement des agendas où j'ai 2 choses en même temps, où j'ai mes 2 artistes qui sont en concert le même soir, ou ce genre de choses-là. Donc, le jour où ça arrivera, forcément, il faudra que je fasse des choix. Mais pour l'instant, avec 4 artistes de cette stature-là, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur les autres. Et j'arrive à leur donner pas mal de temps à chacun selon leurs besoins. Ok. Et toi, selon quels critères choisis-tu de manager un artiste ? La première chose, je pense que c'est un coup de cœur artistique. Ouais. Je pense que beaucoup te diront ça. Le coup de cœur artistique est hyper important parce qu'il faut qu'on soit aussi motivé que l'artiste pour son projet. Il faut qu'on sache en parler aussi. Moi, j'ai déjà entendu des choses où je me suis dit, ah ça va cartonner, c'est super. C'est très bien fait, ça va plaire à plein de gens. Mais moi, est-ce que je saurais en parler ? Et est-ce que je saurais en parler à mon réseau professionnel ? Et est-ce que j'aurais cette petite flamme à l'intérieur de moi qui fait que je vais avoir envie d'en parler à absolument toutes les personnes que je croise dans ma journée. Donc ça, pour moi, c'est important, le coup de cœur artistique. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très humain. C'est est-ce que je peux travailler avec cette personne-là ? Est-ce qu'on s'entend bien ? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs ? Est-ce qu'on a la même façon de voir les choses ? Quand je parle de valeurs, pour moi, c'est extrêmement important. Il y a des… Ouais, je pense qu'il y a des comportements et des façons de faire qui, même avec un artiste absolument merveilleux, je me verrais pas travailler avec parce que purement pour le sentiment humain de la bonne entente et puis du respect des gens avec lesquels on travaille, de nos partenaires. Et voilà, donc je fais extrêmement attention à ça. Autre critère, j'ai un manager il y a quelques années pendant ma formation qui m'avait dit, avant de manager un artiste, assurez-vous qu'il y a quelque chose à manager, et notamment de l'argent, puisque comme tu le sais, un manager est rémunéré au pourcentage. Oui. Je vais t'avouer que je n'ai pas suivi forcément toujours ce conseil, parce que le coup de cœur artistique et personnel et humain fait que parfois tu as envie de travailler. Faire des entorses à la règle. Pardon ? De faire des entorses à la règle, quoi. Absolument. Et puis voilà, j'ai pas considéré que c'était une règle. C'est quelque chose que j'ai entendu et que je garde en tête de temps en temps. Mais si tu as vraiment envie de travailler sur un projet pour un artiste auquel tu crois plus fort que tout, c'est pas forcément le moment de dire à l'artiste, reviens me voir dans 2 ans quand tu auras vraiment construit ton projet et que tu gagneras un peu d'argent. Ouais.
Entre-temps, l'artiste, il aura peut-être rencontré un autre manager ou d'autres professionnels, changé d'orientation artistique ou personnelle. Et en tout cas, toi, tu auras loupé le coche parce qu'il y a des artistes comme ça qui valent le coup. Et si tu sais les reconnaître, c'est quand même assez difficile de leur dire non, mais tu gagnes pas assez d'argent aujourd'hui, reviens dans 2 ans, 3 ans. Et pour lequel de tes artistes tu n'as pas suivi ce conseil? Ah bah tous. Ah bah tous, écoute. Puis il y a quelque chose qui est très important, je pense, dans ma motivation, c'est de comprendre ces 10 années que j'ai passées dans une world company à faire des choses qui, au demeurant, voilà, c'était mon job. J'aimais ce que je faisais. J'étais pas dans la musique, mais quand j'ai tout quitté et que j'ai quitté un job plutôt bien payé pour venir dans la musique, c'était pas pour refaire des concessions. Et du coup, il y a à aucun moment depuis ma reconversion, il y a maintenant presque 10 ans, à aucun moment je me suis dit il faut que je fasse des concessions pour gagner de l'argent. D'accord. Et j'ai plutôt fait des concessions dans le sens inverse parce que je croyais en certains projets. Je crois, les 4 artistes avec lesquels je travaille, pour moi, c'est des superstars. Pour moi, c'est des superstars qui n'ont pas encore été découvertes par le grand public et par le monde entier. Mais ils ont quelque chose d'absolument unique que personne d'autre ne sait faire et que personne d'autre ne pourra jamais plus faire. Et en même temps, j'ai un autre dicton et j'ai quelque chose en tête très souvent, c'est qu'il y a des milliers d'albums absolument merveilleux que personne n'a jamais entendus. Et ça, je me le garde en tête aussi, parce que je sais que le succès, c'est pas parce que je me dis que mes artistes sont des superstars que dans 3 ans, on fait des tournées mondiales avec les 4. Je suis conscient aussi qu'il y a des artistes absolument merveilleux qui ne seront jamais, entre guillemets, découverts par le grand public. Et pour autant, ça ne me rend pas cynique, puisque voilà, c'est pas parce que les statistiques disent que dans mes 4 artistes, il y en a peut-être un qui va réussir, que je me mets à faire des calculs sur l'un ou sur l'autre. Et pour moi, les 4 sont extrêmement importants. Non, mais si on était dans l'industrie musicale pour suivre des conseils et suivre des recettes, on n'y serait pas en fait. Il n'y a vraiment personne dans cette industrie qui a la recette du succès. Voilà, il y a des gens qui ont testé, qui ont réussi, et c'est pas pour autant qu'une recette a fonctionné à un moment donné sur un public donné qu'elle va refonctionner. Et je trouve que c'est un mal aussi d'une partie de l'industrie musicale qui veut toujours copier certains succès. Et quand Stromae est sorti, il y a eu par exemple d'autres labels qui sont allés chercher leur Stromae pour essayer de dupliquer quelque chose sans vraiment y arriver. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il n'y a pas de recette du succès et il y a vraiment la recette du succès, en tout cas pour moi, c'est un artiste qui arrive à parler à un public large. Et ça se construit pas en fait. L'adhésion d'un public, ça se construit pas. La personnalité de l'art artiste, ça se construit pas, en tout cas pas à mon sens. Et je pense que c'est extrêmement important de se dire que si on fait les choses par cynisme, peut-être qu'on va récolter un succès commercial quelque part, mais je sais pas si on sera beaucoup plus heureux de travailler dans cette industrie que de travailler dans la pétrochimie. Quelle est ta plus grande fierté en tant que manager? Parce que là, on parle de succès, on parle de réussite. Tu as 4 superstars. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, en fait, après la notion de succès dont je parlais à l'instant, elle est complètement relative. Moi, je peux te parler d'un succès pour chacun de mes artistes. Par exemple, Natalia, qui, pour l'instant, a le plus de succès commercial, puisque elle a environ 100 000 streams par mois, et qu'elle a un clip qui a fait à peu près, qui fera bientôt 7 millions de vues. En fait, Natalia, on a sorti son album, elle était enceinte, et très peu de temps après la sortie de l'album, on a dû annuler la tournée, annuler le concert de sortie d'album au Café de la Danse. Et au moment où elle était à l'hôpital, on a sorti le clip de sa chanson qui s'appelle Respira, qui a fait une espèce de succès, alors que moi j'appelle un succès, on va voilà, dans l'industrie musicale, si c'est pas 1 million de vues par jour, c'est pas forcément un succès. Mais là, on est à 7 millions de vues au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 000 vues par jour de ce clip depuis 3 ans, sur lequel on n'a pas mis un seul centime.
C'est-à-dire que OK. ça a été du pur bouche à oreille, heu, d'un public qui a trouvé la chanson ou de la chanson qui a trouvé son public. Et ça, pour Oui. moi, c'est un vrai succès parce que c'est pas construit, c'est pas réfléchi, c'est pas marketé. On a mis ce clip sur YouTube le 7 novembre 2013 et depuis, il continue à tourner avec des retours hyper positifs. Et pour moi, c'est un vrai succès pour elle. Et voilà, je peux te parler d'Yadam aussi. Pour moi, c'est un vrai succès d'avoir sorti un EP avec lui qui ressemble vraiment à quelque chose qui lui ressemble, qui est en 3 langues, qui est à la fois un peu pop, mais à la fois aussi un peu alternatif, avec Oui. des sonorités qui ne sont pas celles qu'on entend à la radio aujourd'hui. Et tout ça en ayant fait 2 ans auparavant Nouvelle Star, qui est quand même une émission mainstream de chansons grand public, où on lui a fait chanter du Louane, du Julien Clerc et du Cœur de Pirate. Et on a réussi à déconstruire un peu l'image qui lui avait été donnée par cette émission pour Mmh. créer vraiment l'artiste qu'il est lui aujourd'hui et qui va pouvoir qui va pouvoir assumer jusqu'à la fin de sa carrière. Je pense que ouais, je crois que c'est ça ma plus grande fierté, c'est Mmh. d'avoir des artistes qui sont intègres, qui savent ce qu'ils font et qui seront fiers dans 20 ans de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ensemble. Waouh! C'est un truc que j'ai beaucoup répété à Yadam, surtout au début quand je l'ai rencontré après Nouvelle Star. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire qui te rende fier dans 20, 30, 40 ans, et si tu fais un tube demain que tu dois chanter sur scène pendant les 40 prochaines années parce que tu auras fait un tube et que c'est cette chanson-là que les gens voudront t'entendre chanter, qu'est-ce que tu fais comme musique? Et, et, et de la même façon, Natalia, quand j'ai travaillé avec elle, on a sorti son premier album, et quand on a sorti son premier single, qui était une cover en anglais, sachant que Natalia est argentine qui vit en France, Mmh. euh, Natalia était extrêmement heureuse que ce premier single ne devienne pas un tube, et de pouvoir facilement, entre guillemets, gommer cette chanson de son tour de chant sans que le public s'en émeuve, et du coup de passer à des chansons qu'elle assume, qu'elle a écrites aussi. Euh, et voilà, et c'est cette expérience, moi, avec Natalia sur son premier single, qui est quelque chose qu'elle n'assume plus du tout aujourd'hui, qui, Mmh. qui me donne la certitude que quand je travaille avec un artiste, je veux que dans 40 ans, il soit fier de ce qu'on a fait, et Mmh. de ce qu'il a fait, et de ce qu'il a chanté, de ce qu'il a écrit, de la façon dont ça a été produit, avec qui il l'a fait, et que rien ne dénature la volonté artistique et le propos. D'accord. Est-ce que tu te laisses l'opportunité de manager d'autres artistes ou 4 pour le moment, c'est déjà le max? Je m'interdis rien du tout. D'accord. Je m'interdis pas de prendre d'autres artistes. Euh, pour tout te dire, j'ai les yeux, j'ai un petit post-it dans ma liste de post-it avec une dizaine de noms d'artistes que je suis de près ou de loin. Mmh. Et je regarde ce qu'ils font, je regarde comment ça se développe. Euh, donc c'est pas impossible que je travaille avec d'autres artistes. C'est pas impossible aussi que j'arrête tout. Euh, voilà, OK. on est dans un métier, dans une industrie musicale, pardon. On est dans un métier, dans une industrie musicale qui est très fluctuante, où il y a beaucoup de jeux de Mmh. pouvoir, beaucoup de jeux d'ego, qui sont parfois assez compliqués à gérer. Mmh. Euh, et je me surprends parfois à me dire non, mais peut-être que je peux tout arrêter. Alors aujourd'hui, j'ai des artistes qui me donnent pas envie d'arrêter, et j'ai envie de me battre pour Oui. eux. Mais c'est vrai qu'en termes d'écosystème, quand on regarde ce qu'on gagne, ce que les artistes et leurs managers gagnent aujourd'hui via les plateformes de streaming, on se dit que ça devient très compliqué d'en vivre. A Oui. fortiori quand il n'y a pas de concert avec cette épidémie de coronavirus, et que la seule source de revenus des artistes, c'est le streaming, et qu'on sait qu'on Oui. gagne quasiment rien, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur la rémunération des artistes, forcément, du coup, un problème sur la rémunération des managers. Et Mmh. il y a un moment, il va falloir que les choses se rééquilibrent pour être certain, dans quelques années, d'avoir encore des artistes qui valent le coup, et des artistes qui les accompagnent. Oui, bien sûr. Justement, toi, comment est-ce que tu te rémunères?
en temps normal, comme s'il n'y avait pas eu cette pandémie? Ouais. Bah, écoute, je me rémunère, au pourcentage, D'accord, notamment, sur les artistes qui gagnent un peu plus que les autres. d'accord. Hem, donc on est autour de 15. Et Oui, puis pour des artistes qui, pour l'instant n'ont pas une rémunération, régulière, je demande un forfait fixe minimal, qui est vraiment, pas grand chose. symbolique. Ouais, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, Mmh. heu et c'est juste histoire d'acter le fait que je fais un travail pour eux qui a une Mmh. valeur. D'accord. Donc c'est pas une histoire de leur demander, je sais pas, imagine un mois de salaire divisé par 4 artistes et leur demander à chacun, 500 €, c'est pas du tout ça. Mmh. C'est beaucoup plus symbolique que ça. D'accord. Pour acter ça, est-ce que tu as un mandat de manager avec chacun d'entre eux? Non. Je vais me faire taper sur les doigts. C'est pour ça, je te pose ces questions-là parce que alors, la petite histoire, c'est que nous, on s'est rencontrés à l'IRMA justement sur la formation Profession Manager en septembre dernier Exact. et tu arrives le lundi matin et ton rôle, c'est de nous expliquer un petit peu le rôle du manager et la vision un peu contractuelle et les missions, tout ça. Et non seulement j'ai été fascinée par, non, je n'ai pas de mandat avec, mes artistes, de mandat de management. Oui, c'est un contrat de confiance, mais c'est aussi une relation de confiance et de surcroît, je demande, on a un contrat, une prestation symbolique pour que chacun soit investi dans le projet et Ouais. j'étais: «Waouh, OK, ça c'est du cadre que je trouve aussi courageux parce que c'est pas toujours le cas et je Mmh. trouve que, tu as une pratique qui est aussi intéressante». Bah, en fait, alors juste pour replacer ça dans le contexte de la formation, comme je le dis en formation à chaque fois, moi je viens vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai fait cette formation il y a 10 ans. Mmh mh. Et du coup, je sais qu'après moi, puisque moi je fais l'introduction à cette formation, je sais qu'après moi, Oui. l'après-midi même, il y a une avocate qui va parler du Oui, mandat, qui va parler du contrat, qui va parler de l'importance de tout ça. Et puis oui. qu'après, il y aura d'autres managers aussi qui vont parler, qui vont dire leur façon de faire. Donc je pense que voilà, ma façon de faire, elle est de plus en plus répandue, très honnêtement, hein, Mmh mh. avec cette facturation minimum. Et après, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc de philosophie pour moi, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir le mandat d'un artiste, dans le sens où je ne suis pas là pour faire à sa place. Je suis là pour copiloter et je veux que Mmh. ce soit lui qui signe ses dépositions, ses dépôts de chansons à la SACEM, que ce soit lui qui signe ses contrats avec ses labels. Enfin, j'ai je un mandat, c'est un peu presque comme une procuration et j'ai pas Oui, du tout envie que mes artistes se reposent sur moi. J'ai envie qu'on avance on ensemble avance vers la même ensemble. direction. Heu, mais pour moi, le mandat, de toute façon, il me protège pas de grand chose, hein. Si l'artiste Mmh mh. veut, demain, il décide d'arrêter de travailler avec moi, ou moi, si je décide de travailler avec lui, c'est pas un mandat ou un contrat qui va nous obliger à continuer à travailler ensemble pendant 1 an, Bien 2 ans, sûr. 3 ans. C'est c'est une relation tellement humaine, tellement forte et c'est tellement nécessaire que, c'est pas un contrat qui va nous lier et qui va nous obliger à quoi que ce soit. Mmh mh. Donc voilà, je pars sur ce principe-là, le principe entre guillemets, «de la relation consentie, adulte, consentante», Mmh mh. parce que c'est presque une relation de couple, sans vraiment en être une, hein, bien sûr, Bien sûr. mais c'est une relation de confiance totale, et de savoir tout se dire, aussi bien les choses, agréables que les choses désagréables, Mmh mh. que moi je puisse dire à un artiste qu'il il aurait peut-être pas dû faire ça ou peut-être pas comme ça, ou que lui me dise: «Écoute, j'aime pas trop le mail que tu as envoyé à notre partenaire parce que moi je l'aurais dit comme ça et c'est important pour moi qu'on se présente de telle façon». Voilà, c'est Mmh mh. aussi, c'est une collaboration, Oui. c'est un boulot de chaque instant et de communication et ouais, non, j'ai pas de contrat, j'ai pas de mandat. Heu, pour autant, néanmoins, je fais partie, d'un syndicat de managers qui s'appelle le MMF. Mmh Heu, mh. théoriquement, demande à ses membres d'avoir un mandat, et un contrat de management. Moi, je l'ai jamais signé avec mes artistes parce que, je je vois pas en quoi ça va me protéger ou les protéger de quoi que ce soit.
D'accord. Tout au long de notre échange, ce qu'il en ressort, c'est que tu avais cette volonté, pardon, d'être auprès des artistes et de manager des artistes. Je transite sur une autre question. À quel moment un artiste peut aller chercher un manager? Mais je dirais qu'un artiste doit aller chercher un manager à partir du moment où il se sent prêt et surtout à un moment où il a du matériel, où il a des Mmh. chansons, il a éventuellement du visuel aussi, parce que c'est aussi très important aujourd'hui d'avoir soit des photos, soit des visuels, soit des dessins, euh, des réseaux sociaux aussi qui sont en place, qui ont une certaine cohérence. Aujourd'hui, un artiste, c'est aussi un être humain cohérent sur beaucoup de facettes différentes. Mmh. Et c'est assez compliqué parfois quand je reçois des propositions artistiques où l'artiste n'a pas de réseaux sociaux, ou n'a pas d'image, ou n'a pas même d'idée de l'image qui peut le représenter. Mmh. Euh, et je pense que ça, c'est assez important d'avoir cette idée aussi de l'image qu'on veut envoyer. Euh, voilà, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Hussam il y a un peu plus d'un an, j'ai dû lui réexpliquer que des photos étaient importantes parce que la première façon dont on allait le découvrir, ce serait certainement sur les réseaux sociaux et notamment Oui. par des images et par des photos, plus que par de la musique pure et qu'il fallait absolument avoir des photos de presse, des photos promo et qu'il y a une grande partie aussi de la musique qui se consomme aujourd'hui avec les yeux et qu'on ne pouvait pas vraiment passer au-delà de ça. Donc si vous êtes Mmh. un jeune artiste et que vous avez besoin de présenter votre projet, ben, je sais pas, faites comme Lana Del Rey au tout début de sa carrière, faites des faux clips avec des images d'archives, mais de choses qui vous évoquent des choses, des films, des séries, des dessins, collaborer avec une dessinatrice, collaborer avec un vidéaste, collaborer avec des gens qui vous aident à créer cet univers visuel. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui pour, entre guillemets, marketer un projet. Oui. Donc à ce moment-là, il faut, et une fois que vous avez tout ça, de commencer à démarcher des professionnels comme des managers ou des labels ou des éditeurs. Bah, ça peut être d'aller voir un manager justement pour défricher tout ça. Moi, c'est aussi quelque chose que je fais. Je rencontre des artistes Mmh. euh, pour des coachings, entre guillemets, qui Mmh. sont des rendez-vous timé dans le temps, où on passe 1 heure et demie, 2 heures ensemble, et on va mettre à plat tout son projet. On va écouter sa D'accord. musique, on va regarder ses visuels, ses photos, et essayer de se projeter un peu dans le futur de où est-ce que tu as envie d'aller, avec quel type de personne tu as envie de travailler, quels sont les moyens à ta disposition aujourd'hui. Est-ce que tu as un studio? Est-ce que tu as des amis qui font des vidéos? euh, de quels moyens tu as besoin demain et comment tu présentes ton projet, comment tu finances ton projet aussi, c'est très important. Euh, Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de baguette magique et il n'y a plus de label magique qui va aller Oui. piocher un artiste au hasard dans la population pour en faire une superstar. Aujourd'hui, il faut se débrouiller tout seul et même quand on fait The Voice ou Nouvelle Star, il faut quand même beaucoup travailler pour avoir un projet artistique béton et cohérent à présenter. Mmh. Absolument. C'est pas parce qu'on cherche un manager que tout va se dérouler correctement et c'est pas parce qu'on dit oui à un manager que tout va continuer de se dérouler correctement. Pourquoi on cherche un manager? J'ai reçu des propositions d'artistes qui cherchaient un manager parce qu'ils avaient besoin d'une aide administrative. Mmh. Sauf que moi, remplir des dossiers de subvention, aller demander à la DRAC locale ou faire des déclarations de cachet pour les musiciens. Enfin, voilà, il faut savoir aussi pourquoi vous cherchez un manager. Vous cherchez un secrétaire, vous cherchez quelqu'un qui vous aide sur l'administration. Enfin, voilà, il y a beaucoup de méconnaissance du métier de manager et il y a un Oui, moment aussi certaines carences des artistes qu'ils pensent pouvoir être réglées par un manager, mais ce ne sera pas toujours le cas. absolument. Mais ça rejoint vraiment ce que tu étais en train de dire. J'ai eu des demandes de management alors que je ne suis pas manager d'artiste et souvent c'est pour financer, produire Ouais. ou faire de la com et en fait, et c'est aussi pour ça qu'est né le podcast, hein. C'est pour vraiment décloisonner déjà les métiers et se rendre compte que
chacun fait quelque chose à sa manière, souvent, mais chacun fait quelque chose dans chaque projet, en fait. C'est une somme de personnes, comme des petits cailloux, qui vont, du coup, se rencontrer pour construire un projet et le développer. Et il y a des managers qui sont plus, en mode marketing com, d'autres plus en mode business, comme tu le disais, d'autres Mm. artistiques, d'autres admin. Mais en soi, si on a besoin de quelqu'un pour nous aider à monter des dossiers de sub, eh ben, on recherche un administrateur ou une admin, en fait, Exact. et pas forcément un manager. Le Et manager n'est pas la clé du projet. C'est un, comme tu dis, copilote, mais ça doit pas être le moteur et c'est pas la clé d'un projet. exactement. C'est un peu ce que je disais aussi dans ces formations à l'IRMA. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand je parle de l'écosystème de la musique, Mmh. je le compare généralement à, à la galaxie et au système Mmh. solaire, et où l'artiste est au centre. C'est lui qui doit briller. Les planètes sont les différents partenaires. Et le manager est là en tant que force gravitationnelle. C'est-à-dire que c'est le manager qui fait tourner tout le monde dans le bon sens et fait en sorte que les planètes ne se clashent Qu'il y ait pas. pas de Mercure rétrograde, quoi. Ouais, j'aimerais bien ça. Mais ça arrive parfois. Euh, mais en tout cas, voilà, nous, les managers, on est là un peu dans une optique très de fluidification des échanges et de gestion des différentes forces gravitationnelles entre guillemets autour de Mmh. l'artiste. Mais c'est pas nous qui faisons la totalité de l'écosystème, et il faut absolument pas que l'artiste se repose sur le manager de façon trop importante, parce qu'il y a un moment Bien où la sûr. motivation elle est aussi en cercle vertueux, c'est-à-dire que l'artiste va être motivé et motiver son manager. Mmh. Quand éventuellement son manager manquera de motivation, parce qu'on a tous des coups de mou, et le manager va aussi remotiver son artiste, et c'est cette croyance mutuelle en la réussite et en, quand je dis réussite, la réussite pour moi, c'est l'expression fidèle d'une identité artistique. Hein. C'est pas Mmh. forcément de vendre des millions d'albums, mais en tout cas, d'avoir cette espèce d'entraînement comme dans un moteur où l'un ne peut pas être le seul à actionner l'autre. Bien sûr. Quels sont tes conseils indispensables à délivrer aujourd'hui aux artistes et aux pros qui sont en train d'écouter, notre épisode ensemble? Rester en bonne santé physique, rester en bonne santé mentale, connaître nos propres limites, connaître les limites de l'artiste. Mais cette santé, cette intégrité physique et mentale, elle est extrêmement importante. On est dans un milieu où c'est entre guillemets la fête, où nos lieux de travail sont aussi des lieux de loisirs, et où on boit de l'alcool sur nos lieux de travail qui sont nos lieux de festivals, de concerts, etc. Donc il faut être Mmh. absolument vigilant sur ce point-là, sur l'alcool, la drogue, euh, sur le racisme, sur les violences sexuelles, sur Mmh. l'homophobie, enfin sur tout ça, il faut être extrêmement Mmh. vigilant et, et apporter à chacun la bienveillance dont on a tous besoin dans ce milieu, parce qu'on est tous pauvres. Ne nous mentons pas trop. Et je pense que beaucoup de bienveillance, beaucoup plus de bienveillance d'ailleurs, et de soins à l'intégrité humaine, physique et psychologique est absolument importante parmi nous, Mmh. entre nous, pour nos artistes, pour l'équilibre de tout ce qu'on essaie d'apporter, nous, en tant que réconfort au reste de la population, parce qu'on fait quand même que du divertissement, mais Mmh. c'est une grande responsabilité pour moi de faire rêver les gens. Et j'ai entendu tellement de choses glauques ces dernières années dans notre milieu que je pense Mmh. que certaines personnes, en tout cas, oublient qu'il faut aussi faire rêver les gens, et que c'est extrêmement important. Et puis, j'ai peut-être un autre conseil, c'est que le temps est notre meilleur allié, et c'est ce que je dis souvent aux artistes qui démarrent. Personne ne vous attend. Vous avez le temps de refaire et de remettre sur l'établi votre travail, vos chansons, de retourner en studio, de refaire des photos si elles ne vous plaisent pas. Euh, voilà, à partir du moment où vous êtes en début de carrière, n'agissez pas comme si vous aviez une énorme maison de disques qui vous mettait la pression
pour sortir un album le mois prochain. Peut-être que ça arrivera un jour et du coup, préservez-vous de ça. Mais en tout cas, vous avez le temps. Vous avez le temps de faire des erreurs. Vous avez le temps de sortir des premières chansons qui vous plaisent moyen. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Parce que quand le gros succès arrive, en tout cas, on n'y est jamais suffisamment préparé et que c'est bien de se donner le temps et la patience et que voilà, c'est pas en sortant un disque la semaine prochaine que vous serez rassuré sur votre capacité à être un artiste et à rencontrer le succès. Je pense que le temps nous aide beaucoup et le temps nous permet aussi de financer nos projets, ce qui est aussi une chose très importante en développement d'artiste. J'ai rien à rajouter. Moi, j'ai encore un truc à ajouter. Vas-y. Je voulais juste reparler un peu de la relation artiste-manager. Oui. Il faut aussi être à l'écoute de l'un de l'autre et des sabotages qu'on peut se faire les uns aux autres ou à soi-même. Et parce qu'on a tous peur d'échouer dans ce milieu, ou parfois on a peur de réussir aussi. On ne sait pas de quoi. C'est important de le dire. Ouais. Et voilà. Et parfois on fait des mauvais choix. Parfois inconsciemment on ne veut pas choisir certaines choses qui peuvent être positives ou négatives. Et voilà, il y a souvent, il y a toute une dimension psychologique à notre métier, que ce soit manager ou même artiste. Et il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense que je connais pas un seul artiste qui n'a pas le syndrome de l'imposteur. Voilà, tout le monde a peur de réussir malgré soi-même, tout le monde a peur d'échouer malgré soi-même ou malgré ou en dépit de circonstances extérieures à nous-mêmes qu'on aura finalement créé nous-mêmes aussi. Et voilà, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les autosabotages qu'on peut et ces mécanismes qui font qu'on sabote notre propre travail ou notre propre estime. Et je crois que c'est extrêmement important de savoir les détecter et d'avoir suffisamment d'empathie pour les détecter chez nos artistes et que les artistes aussi détectent nos propres autosabotages pour les déverrouiller. Bien sûr. Encore une fois, on en revient à une relation, une vraie collaboration, un vrai partenariat, une vraie équipe. Et c'est important que chacun puisse soutenir l'autre à son niveau et à l'instant T, en fonction des besoins et de ce que l'on sent, de ce qui se passe en face. Et donc, on en revient toujours à la communication, à la confiance, à la transparence, à la réflexion, tout ça, quoi. C'est le cœur de votre relation artiste-manager. Exactement. Merci Jean-Michel. Merci à toi, Justine. Merci pour toutes tes infos, pour tout ce temps, pour ce partage transparent, sincère. C'était un très bon moment. C'est peut-être un peu décousu, mais bon, voilà. J'ai pas trop l'habitude des interviews. Mais c'est parfait. C'est plutôt mes artistes qui les font et après, je leur dis si c'était bien ou pas. Et là, il n'y a personne pour t'aiguiller. Alors moi, je vais te le dire, c'était très bien. Merci. C'était parfait même. Et je pense que nos auditeurs sortiront avec des bonnes pratiques. Et là, on a aussi travaillé un peu de mindset, de savoir-être et de savoir-être et de savoir-faire. Et c'est aussi important. Donc merci pour tout ça. Et je crois que c'est 150% du boulot, le savoir-être. Je pense que si tu sais pas... Si tu sais pas bien te comporter en tant qu'artiste auprès d'un partenaire ou auprès du public, ta carrière ne sera pas très longue. Et c'est aussi pour ça que je parle des coups de cœur humains que j'ai eu avec mes artistes. C'est que je sais que humainement, c'est des gens qui respectent la personne qu'ils ont en face d'eux, quelle que soit leur provenance, leur identité. Et que voilà, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'une carrière longue, c'est aussi une carrière de bienveillance et de compréhension et de communication. Au-delà d'être un super rappeur, un super chanteur ou une super musicienne. Bien sûr. Mais c'est vraiment nécessaire de le rappeler. Moi, j'ai vu des relations se déchirer, groupe artiste-manager, par ce manque de bienveillance, de communication, par des visions biaisées du système également et un manque de savoir-être les uns envers les autres. C'est des projets qui tombent à l'eau. Et c'est ça le plus triste, en fait. C'est toute cette richesse, tout ce temps aussi qui est perdu parce qu'on ne sait pas se comporter les uns avec les autres. Exactement. Mais c'est comme dans tout milieu. Mais voilà, c'est nécessaire de le rappeler. C'est important. Donc moi, je t'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Merci à toi. À très bientôt. Tu reviens quand tu veux. À très bientôt, Jean-Michel. Ciao. Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned. Justin Tuned. Justin Tuned. Justin Tuned.